Salut à tous, je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, expert de la culture d'entreprise depuis 2012. Bienvenue sur ce nouvel épisode de La Culture en Action, le podcast qui met en avant toutes les plus belles cultures d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Stéphanie. Mathieu est le fondateur de l'agence de conseil digital Cosa Vostra et le créateur du podcast Génération Do It Yourself. J'ai pris un immense plaisir à réaliser cet épisode avec Mathieu et j'espère que vous en aurez autant à l'écouter. Et ça y est, écoute, salut Mathieu, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de La Culture en Action. D'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à être ravi, parce que il faut le savoir, tu as beaucoup d'auditeurs de Génération Do It Yourself dans le collectif Biharmoniste. On fait un petit coucou notamment à Valérie, qui travaille avec nous, qui m'aide toujours beaucoup pour préparer les podcasts, et particulièrement celui-là, parce qu'elle est hyper fan de toi. Donc voilà, tu as plein de fans déjà. Alors déjà, salut Vincent, merci de me recevoir, et salut à Valérie, parce que en effet, j'ai reçu quelques messages et des échanges avec Valérie, et c'est toujours hyper chouette d'avoir des feedbacks. Mais voilà, je sais pas tout à fait, je suis pas sûr qu'on puisse être fan de moi. Je fais un super job en ce moment qui m'éclate. Enfin, j'ai vraiment de la chance, et je pense que c'est plus le truc que j'ai construit enfin voilà, moi je suis en toute humilité, je suis juste une personne comme toutes les autres, hein, tu vois. Effectivement, mais ça se ressent que tu t'éclates quand on t'écoute parler, donc je pense que c'est ça qui fait que ça marche aussi bien. Alors, écoute, à part d'être juste une personne comme les autres, Mathieu, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Je pense que tu le feras toujours mieux que moi. Avec plaisir. Je suis un homme français de 41 ans. Je suis marié depuis longtemps d'ailleurs, depuis bientôt 13 ans je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai 3 enfants. Je suis entrepreneur dans le sang depuis... est-ce que c'est depuis toujours? En tout cas, techniquement, avec un RCS et un CABIS depuis 2005, et dans le sang, je pense, depuis bien avant, depuis le lycée, le collège, enfin voilà. Et j'ai la chance depuis 2017, 2018 d'avoir après des années de travail acharné et ouais, passionné, et dont je me plains pas, hein, absolument, mais et de galères et de choses comme ça, d'avoir tout un ensemble qui commence à être très cohérent, tu vois, une forme d'accomplissement professionnel en tout cas qui est super. Et donc voilà, j'essaye de le faire fructifier, et quand je dis ça, c'est pas tant d'une manière économique, ou financière, je veux dire, en tout cas, mais plus d'une manière aussi humaine et aventure, c'est vraiment ce qui m'éclate, quoi. Mais c'est top que tu dis ça, justement, parce qu'on a souvent l'image, tu sais, des entrepreneurs qui réussissent comme des gens qui sont devenus, des overnight success, genre du jour au lendemain, ils sont devenus hyper successful, etc. Et du coup, c'est cool, et tu le mets vachement en valeur aussi dans tes podcasts et tes interviews, de voir qu'en fait, non, tu mets 10 ans à devenir un succès du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est ça, et souvent on voit que le jour au lendemain, mais puis on voit pas aussi, alors c'est pas mon rôle avec Génération Do It Yourself, mais on voit pas aussi ceux qui sont jamais sortis du quai, et qui voilà, il y en a beaucoup, je sais pas s'ils sont majoritaires, mais il y en a beaucoup, mais en effet c'est une approche très résiliente, quoi. Il faut courber les chines, et même des très grands noms comme Marc Simoncini, et plein d'autres qui sont passés sur Génération Do It Yourself, tu sens que ça a mis longtemps, et c'est pas si simple, mais pour revenir, tu vois, aussi sur la partie plus aventure que finance, moi, il y a une chose qui m'a marqué. J'en ai parlé une ou deux fois, pas tant que ça finalement, mais je l'ai ressenti chez d'autres, et je l'ai appris après pour encore d'autres. C'est que les fins d'aventure entrepreneuriale, et ce que je veux dire, c'est que ça peut être perçu comme un succès pour beaucoup, c'est-à-dire la revente d'une boîte, a pour beaucoup été très mal vécu. Alors, est très bien vécu sur le moment, c'est-à-dire que tu célèbres, tu vends ta boîte
500 000, 10 millions ou 100 millions ou 5 milliards comme Bernard Liotto par exemple, tu vas sabrer de champagne, t'es content, t'as beaucoup d'argent sur ton compte en banque, mais en fait, Et après, souvent après, c'est et après quoi, c'est plus ta boîte quoi, tu vois, et en fait, je pense que tu vois, étant papa aussi, tu vendrais pas un de tes enfants? Non, je vendrais pas un de mes enfants, ça c'est sûr, mais il y a aussi un jour où tes enfants, ils s'en vont chez toi, tu leur donnes plus d'argent, ils vivent complètement, et je pense que c'est très dur à vivre aussi. Et c'est très bien, t'es heureux parce que tu les as accompagnés pendant très longtemps, mais et d'ailleurs ils ne sont jamais à toi, hein, mais voilà, il y a quand tu perds le contrôle, tu contrôles pas, je sais pas si tu contrôles un enfant, mais en tout cas sur une société, quand c'est plus chez toi d'un truc. Il y a peu d'entrepreneurs, il y en a, hein, mais il y a peu d'entrepreneurs qui créent des objets business avec juste une froideur totale, une distance qui fait que quand ils revendent, fine, je passe à autre chose et puis c'est fini et tous les gens qui sont dedans, je m'en fous et voilà. Ça c'est pas vrai. Oui, pour l'énergie que tu passes, tu es obligé d'y mettre beaucoup de toi. Ouais. Et justement, c'était une des questions que j'avais pour toi, parce que tu te définis toi-même comme un entrepreneur récidiviste. Aujourd'hui, tu es le CEO de Cosa Vostra, mais tu as eu plein d'aventures entrepreneuriales avant ou en parallèle, Yo Bureau, Ocus, Au Barber, Citizenside, Iron Cards à l'époque. Je crois que tu avais aussi monté Morphsuit en France. Donc je sais grâce à qui je voyais des gens qui dansaient bizarrement dans mon lycée, habillés de la tête aux pieds de la même couleur. Voilà. En fait, toi, c'est quoi ton driver derrière cette volonté d'entreprendre? En fait, j'imagine que tu as une vision du monde, tu vois, et que tu veux y amener une certaine contribution. Et qu'est-ce que c'est, en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour te reprendre, si tu me permets, je suis plus le CEO de Cosa Vostra, j'en suis devenu le président exécutif, d'accord. Mais c'est mon associé Laurent qui est devenu le CEO. Et c'est important dans ce qu'on va pouvoir peut-être même dire après, parce que dans mon parcours, c'est un truc que j'assume assez bien désormais. Je crois que je suis assez... Enfin, non, je crois pas. Je suis assez créatif. Et moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est pas mal ce qu'on appelle le 0 to 1, défini dans un livre éponyme de Peter Thiel. Peter Thiel, tout à fait. Et je crois que là où j'ai de l'impact et où je suis fort, c'est vraiment cette phase où tu crées, tu testes, tu crashes, tu progresses, tu recrées, tu testes, tu crashes, tu progresses et tu arrives à un truc. Et en fait, une partie dans laquelle je m'éclate moins et sur laquelle je n'excelle pas, c'est vraiment la structuration qui vient ensuite. Et je suis très admiratif des gens qui arrivent, alors, non seulement à faire ça, parce qu'il y en a qui sont très forts, mais que là-dedans. Il y a aussi des gens qui sont très forts et qui l'ont fait à de multiples reprises, mais déjà le faire une fois, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'ils vont créer une boîte, qui vont la faire passer de 0 à 10, 15, 20, 30 personnes, à 100, à 200, à 500, à 5000, et qui arrivent à la tête, tu vois, au bout de 5, 10 ans, d'une boîte qui a... tu vois littéralement des milliers de personnes, qui fait des centaines de millions, voire des milliards de chiffres d'affaires, et qui reste toujours CEO de ce truc. Et ça, waouh, honnêtement, tu passes de la personne qui, c'est souvent l'image que je prends, mais en fait, tous les entrepreneurs qui sont passés par là, de quoi je parle, c'est toi qui achètes le PQ et le café, pour toi et tes deux associés, à quelqu'un qui est, tu vois, je prends un Mark Zuckerberg, je crois que la première fois où il est venu dans son bureau de Facebook à Paris, le bureau existait depuis 3 ans. Et c'est probablement l'un des plus beaux bureaux parisiens. Tu vois, c'est quand même un truc de ouf. C'est-à-dire que je pense qu'il savait même pas que le truc était, il est arrivé, il a fait, ah, bah, c'est chouette ici, bah, c'est chez moi, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. et donc, moi, je trouve ça complètement dingue. J'ai au moins cette on va dire, lucidité de savoir que, à partir d'un certain moment, quand il faut rajouter plein de couches de middle management, de suivi, de workflow, en fait, je sors de mon peut-être délire créatif pour rentrer dans un délire d'organisation qui est pas là où j'excelle. Après, j'aime rester dans ces organisations, c'est le cas aussi sur Cosa Vostra, pour avoir un input et à la fois créatif et à la fois justement une sorte de
alors je suis justement Parce que c'est des choses que tu as créées et que tu veux pas en sortir et les perdre, comme ce qu'on disait en fait juste avant, quoi. Oui, et puis il y a un moment où tu vois, t'as le maître des clés, le Cerbère de la porte dans Ghostbusters. Je sais pas si t'as vu ce livre, ce truc, mais Si. j'aime bien être, tu vois, plus ce Cerbère de la porte. En tout cas, l'idée c'est que moi je garde l'input sur pas mal de choses. On vient me consulter sur plein de choses. C'est pour ça que je dis que je suis président exécutif, mais je suis plus en charge du PNL. Je suis pas en charge de l'organisation à l'interne. En revanche, je peux aller sur des points très précis d'efficacité, de choses qui sont ultra convenables ou pas du tout à l'inverse, et de dire tiens, là il y a un problème, là on devrait faire ça, tiens, j'ai rencontré un tel qui serait, ou une telle qui serait super pour ce poste, qu'est-ce que t'en penses, sans imposer quoi que ce soit, mais plus tu vois, en étant un gardien du temple, quoi. Et du coup, derrière ça, alors, tu vas peut-être nous faire une exclue, mais c'est qu'il y a une volonté pour toi de lancer un nouveau projet et de faire de nouveau passer quelque chose de 0 à 1, ou pas du tout? Oui, alors oui, on est sur un certain nombre de projets. Après, on a aussi beaucoup de projets qui nécessitent aussi des petits bouts de montant, donc que ce soit évidemment les podcasts, mais aussi, en gros, si je dois dire, aujourd'hui, j'ai à peu près un tiers de mon temps qui est sur Cosa Vostra, un tiers de mon temps qui est sur les podcasts et on va dire tout ce qui est médiatisation autour, donc que ce soit télé ou des projets vidéo, etc., qu'on fait à droite à gauche, et un tiers de mon temps qui est sur les autres projets. On a un startup studio qui s'appelle Pareto, qui est dirigé par Laodis Ménard, dans lequel, là-dessous, on a encore quelques projets, certains dans lesquels je m'implique beaucoup, d'autres dans lesquels je m'implique moins. On a des projets immobiliers, donc du coup, on a une filiale à Tunis, on a une filiale à Londres, donc du coup, il faut être présent, quoi. Donc voilà. Et en effet, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur autour de tout ce qui est fusion-acquisition, qui est en train d'émerger, qui va très probablement voir le jour en 2021, avec une équipe super. J'ai passé 3 heures sur ce projet ce matin, tu vois, et j'adore ces moments. C'est avec des gens extraordinaires. Et là, j'adore ces moments où on est autour d'une table, on est en train de définir le futur et des nouveaux projets sur lesquels on va avoir de l'impact. C'est des bons moments, ça. Ouais. Carrément. Et j'ai la chance, tu vois, c'est un peu comme... moi, je m'en souviens de certains, mais je pense qu'en 2002, 2003, je sais pas, avec des copains, on avait juste un projet tout simple de faire, comme tout le monde l'a eu, il y en a eu, c'était des restos, des choses comme ça, donc on voulait faire des fringues, et puis on avait dessiné des t-shirts, on avait des trucs, on se réunissait une fois par semaine, ça devait être le jeudi soir, etc. On picolait un peu, on faisait ces trucs-là, etc. Puis ce projet n'est jamais sorti. Moi, j'ai eu énormément de frustration de pas voir ces projets sortir. Et en fait... j'ai eu, on va dire, deux triggers là-dessus dans ma vie, qui étaient les projets et les voyages. J'avais plein de voyages que je préparais avec plein de copains, et puis à la fin, il n'y avait plus personne quand je voulais acheter les billets d'avion, donc on partait pas. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais acheter les billets d'avion. Et puis, je suis parti tout seul. Oui, des fois, tu peux plus attendre que tout le monde te suive, il faut faire les choses par toi-même, quoi. Exactement. Il y a un moment, et c'est vraiment très ancré dans la génération do it yourself, si tu veux, c'est qu'à un moment, on va toujours se chercher des excuses chez les autres, et de temps en temps, les autres, ils suivent pas, ou de temps en temps, les autres, ils ont aussi besoin de l'étincelle, quoi. Et en fait, être une étincelle par moment... et pardon, hein, je pense pas, je parle pas, je me définis ni comme un soleil, ni comme une étoile filante, hein, je parle d'une étincelle. Non, mais c'est chose qui me parle en plus, donc vas-y. Tu vois, être une étincelle, à un moment, en fait, faut assumer que ça peut avoir une grande valeur, et il faut aussi le faire assumer ou le faire comprendre aux autres. C'est-à-dire que il y a plein de projets qui naissent pas sans l'étincelle, voire peut-être tous les projets ne naissent pas sans l'étincelle. Et il y a beaucoup de gens qui, au bout de 3-4 ans, tu vois, si je reviens sur ce 0 to 1, si je mettais, par exemple, en face de 0 to 1, c'est pas forcément le but, hein, c'est pas de 0 à 1 million de chiffre d'affaires, mais si je voulais mettre ça, par exemple, ça peut être 0 to 1 de 0 à 20 personnes, ça peut être 0 to 1, tout dépend des objectifs que tu te mets à 1, tu vois. Mais si tu mets, juste pour donner un élément de comparaison, de 0 à 1 million de chiffre d'affaires, et que toi, tu lâches les rênes parce que tu dis c'est plus ce que tu veux faire à 1 million, et que la boîte va à 50, 60, 100 millions, est-ce qu'on peut te dire, mettons pour 100 millions, que tu n'as créé que 1% de la valeur, et que en fait, si tu as 20%, 30%, 50% d'equity, c'est pas logique et ils sont pas mérités. Beaucoup de gens vont raisonner comme ça.
Et ça, pour moi, c'est inadmissible parce que c'est surtout que le 0 à 1 million, c'est peut-être là que c'est le plus difficile, tu vois. Enfin, oui, souvent c'est là où t'es mal payé, où t'achètes le PQ et le café, je le rappelle, où tu changes 3 fois de bureau, où t'as des tas de galères, où personne veut bosser pour toi, où personne veut te financer, où personne veut. Enfin voilà, voilà. Et après, quand t'arrives, je dis pas que c'est facile. Encore une fois, si c'était facile, et peut-être que j'aimerais faire ça, mais souvent pas toujours, mais souvent les gens qui arrivent après, ils arrivent dans un fauteuil avec potentiellement un bon salaire, des bonnes conditions, des tas de choses, une machine qui tourne, des clients récurrents. Exactement. Donc oui, peut-être qu'ils vont décupler le business, mais voilà. Et donc cette répartition de valeur derrière, c'est un sujet, un vaste sujet, je pense inépuisable, mais qui est intéressant aussi, qui me passionne d'ailleurs. Et alors, du coup, pour revenir sur sur le prisme de la culture d'entreprise, en fait, moi j'ai une conviction qui est assez forte, c'est que la culture, ça part beaucoup et d'abord des fondateurs. C'est quand même un acte de leadership qui est très fort. Toi, dans toutes les entreprises que tu as créées, en fait, quel est l'élément clé de ta personnalité qui va imprégner ou infuser la culture de toutes ces entreprises? Alors déjà, la personnalité, elle évolue. Il y a des fondamentaux qui sont là, mais voilà, je suis plus du tout le même entrepreneur qu'entre 2005 et 2010, tu vois. Parce que le monde est différent, parce que j'ai grandi, parce que je pense que le monde est d'ailleurs, sous plein d'aspects, hein, mais meilleur en tout cas, notamment la manière dont tu travailles avec tes collaborateurs. Je pense qu'il y a un moment où, tu vois, on se présentait devant son boss avec beaucoup de... Enfin, c'était vraiment... je sais pas, tu vois, une sorte de déférence. Déférence, exactement. Merci, je cherchais le... Mais voilà, et donc... aujourd'hui, je pense qu'on travaille beaucoup plus en équipe et ça me va beaucoup mieux, tu vois. Faut faire attention. Moi, j'ai une tendance à lâcher très vite beaucoup de responsabilités et peut-être pas suffisamment accompagner les personnes autour de nous. Donc ça, je travaille là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont ce besoin. Mais voilà, donc déjà, je pense qu'il y a cette partie où on évolue, on n'est pas la même personne, donc voilà. Et on évolue potentiellement aussi au sein d'une même entreprise. Les fondateurs peuvent évoluer, etc. Alors, tout à fait. Pour te répondre à ta question, moi, je viens quand même d'une éducation dans laquelle on a confiance, dans laquelle on a... on a, quand je dis on a confiance, c'est ouais, je crois qu'un des trucs que je déteste par-dessus tout, c'est la trahison, quoi. Et ça, tu vois, je pense que je peux pas. Quelqu'un qui me trahit, ça n'arrive qu'une fois, tu vois. Et ça, c'est clair. Mais il y avait quand même des écoles de business où, en fait, c'était sans foi ni loi, quoi. Ça, c'est pas du tout la politique maison. Ça existe encore, hein, et à tous les niveaux de business, de très très bas enfin très très petit, on va dire très très haut. Mais ça marche pas à long terme. Ça. Tu peux pas créer une entreprise saine et avoir des relations longues avec tes clients, tes associés, etc. en ayant ce mindset. Non, mais c'est même pas toujours forcément que dans l'entreprise. C'est-à-dire que même dans des gros deals que je peux suivre de près ou de loin sur des startups très connues, etc., dans lesquelles tu as un actionnaire qui veut sortir et d'autres qui veulent rentrer avec des sortes de tractations terribles derrière pour essayer d'enfler celui qui veut sortir, dévaloriser la boîte big time pour revaloriser. Et puis comme on parle en dizaines ou en centaines de millions, bah, à la fin, je sais pas ce que tu veux dire par ça marche pas, mais ça peut marcher en tout cas financièrement, quoi. Oui. Et sans être non plus, tout en restant dans une forme de légalité, etc., etc. Mais voilà. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois aussi, pas avec les mêmes personnes, hein, évidemment, parce que je le disais tout à l'heure, ça n'arrive qu'une fois. Mais en revanche, voilà, ça c'est un truc que je fuis assez volontiers. Alors quand je dis je fuis, ça veut dire que je m'en extirpe sans forcément fuir mes responsabilités. Hein, mais voilà, dès qu'il y a des choses qui se passent comme ça, je vais me battre pour tirer mon profit. Voilà, mais en l'occurrence, je reste pas dans un business dans lequel on arrive là-dessus. Après, au-delà de cette confiance, moi je suis dans une approche qui est très quali
plus que quantitative. C'est des questions encore qu'on évoquait avec mes associés hier sur Cosa Vostra et voilà, nous, nos objectifs, ils sont avant d'être chiffrés en croissance, ils sont vraiment plutôt OKR en qualité de travail. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça reste finalement, c'est très lié à la confiance, hein, mais plus je sais que j'ai des clients qui sont contents de mon job, plus je sais que je vais garder ces clients déjà, ce qui est très important. Oui, tout à fait. Avoir leur confiance, c'est ce qui pour moi vaut tout le reste, et plus que leur argent en tout cas dans une certaine mesure, et avoir aussi potentiellement la confiance d'autres parce que le mot se passe très vite. Et ça, c'est pas... c'est, je pense, une culture d'entreprise parmi d'autres, hein. Il y a des gens qui cherchent à aller très vite, très fort, très haut, tout le temps. Peut-être qu'il y a des cas où tu pourras me dire ça n'a pas été comme ça, mais généralement c'est toujours au détriment de la qualité. Oui, quand tu recrutes 200 personnes par mois, je vois pas comment tu peux, en tout cas si ta boîte a 2 ans, tu vois, ça va trop vite, quoi. Et donc du coup, voilà, moi mon approche elle est quand même beaucoup comme ça. Je m'inspire là-dessus de révélations que j'ai pu avoir dans l'année passée avec un podcast de Wondery qui s'appelle Guerre de Business. Je crois que j'avais écouté en anglais Business Wars, qui était sur notamment Patagonia versus North Face, et où le CEO de Patagonia au début des années 90 dit en fait à partir de maintenant on va limiter notre croissance à je crois que c'était 35% par an, pas plus. Parce qu'ils avaient vécu une année noire à cause de crise extérieure, de crise économique extérieure à Patagonia. Et il dit en fait, je veux plus que ça nous arrive. Donc, si on croit beaucoup, doucement, on va dire 35, c'est pas mal hein, déjà, mais sûrement, finalement, on va être plus pérenne, on va mieux dormir le soir, et j'aurai pas à virer des gens comme j'ai dû le faire parce qu'en fait, on espérait faire 50% de croissance, on n'en fait que 30, et du coup, j'ai recruté trop de monde. Et en plus, chez Patagonia, c'est quelque chose qui est très ancré dans leur culture, justement. On a eu quelqu'un de Patagonia sur ce podcast, et en fait, ils ont aussi une vocation, tu sais, très environnementale, et donc du coup, la croissance limitée, finalement, c'est quelque chose de très cohérent avec leur modèle. Mais effectivement, oui, tu as raison, quand tu recrutes beaucoup de monde, justement, ça peut mal se passer. Et alors, justement, vous, chez Cosa Vostra, vous avez amené pas mal de monde, puisque ça marche plutôt très bien, si je me trompe pas. Et du coup, la question c'est, tu amènes des choses au début en termes de culture, en tant que fondateur, avec tes premiers associés, tes premiers employés, et au final il y a plein de monde qui arrive. Comment est-ce que tu as vu la culture de Cosa Vostra évoluer? Si tu me permets de faire une petite reprise, est-ce qu'une entreprise est la moyenne de toutes les personnes qui la composent? Clairement, et je l'ai découvert, j'avais déjà créé d'autres boîtes, mais je l'ai découvert au fur et à mesure. La première fois que j'ai découvert, je m'en souviens très bien. Comme tu le sais, je suis très porté sur les contenus, et donc j'étais vraiment, on va dire, là aussi le gardien des contenus qui sortaient de chez Cosa Vostra. Et puis à un moment, notre équipe contenu s'est mise à sortir des contenus de Cosa Vostra que j'avais pas relus, que j'avais même pas vu partir. J'étais ni décisionnaire sur qu'est-ce qu'on allait publier, pourquoi, comment. Voilà. Et donc là, tu te dis, attends, c'est intéressant, sur les réseaux sociaux, je découvre des contenus de Cosa Vostra que je ne connais pas, en fait, que j'ai pas lu, que j'ai pas relu, et que je découvre comme tout le monde sur des réseaux sociaux. Et là, tu te dis, c'est vraiment intéressant parce que donc cette boîte, alors après, il y a plein d'autres aspects, hein, sur des projets qui sortent, sur des personnes qui sont recrutées, à tous les niveaux, tu vois, des virements qui sont faits à la banque que j'ai pas signés. Enfin voilà, t'as quand même des tas d'étapes, mais pour moi, ça a été très fort parce que tu te dis, attends, vers l'extérieur, sur quelque chose d'aussi visible que normalement je contrôle moi, ça y est, cette boîte est en train de s'émanciper. Elle a sa vie propre, ouais. Ouais, et ça c'est hyper intéressant. Et donc après, c'était la première étape, et derrière, il y a un an à peu près, enfin en 2019, on a fait un travail sur les valeurs. Tout le monde en parlait depuis longtemps, mais on le repoussait un petit peu. Et ça a duré longtemps, parce qu'on l'a pris un peu à l'envers, parce qu'on essayait de faire des trucs bien et cool, et pas forcément ce que vous étiez vous-même.
Et il y a ce livre. Tu vas me citer Ben Horowitz, je le sors. Ouais, exactement. Ouais. Ben Horowitz, What we do is who we are. What you do is who you are, en tout cas. Mais, et là, j'ai eu une sorte de choc en me disant, mais ok, attends, allons chercher ce qu'on a fait et du coup ce qu'on est. Et tu vois, on a accouché du coup très facilement en quelques jours, quelques semaines, en tout cas, de nos valeurs qui étaient pragmatisme, intégrité et courage. Et elles sont assez originales en fait, je pense, ces valeurs. Parce que souvent, on va avoir des bienveillances, des machins. Oui, bon, très bien. Je pense qu'on est bienveillant aussi. On essaye de l'être, mais pour nous, tu vois, on a rajouté des choses parce qu'on n'arrivait pas à tout mettre. Mais je les ai en anglais, mais a daily dose of discipline, fun, creativity and optimism. Ça, c'est, on va dire, des sous-jacents. Mais voilà, par exemple, on a eu des gros débats sur discipline, parce que moi j'étais plutôt assez pro mettre discipline dans nos valeurs, et puis mes associés, tout le monde trouvait que ça faisait un peu facho, alors alors qu'on n'est pas du tout comme ça, mais tu vois, le mettre en haut, voilà, donc et en effet je pense que c'est mieux là où c'est aujourd'hui, mais voilà, tu vois, un mot important, c'était sur un échange que j'ai eu sur Génération Yourself avec Anne Méo, le courage, tu vois. Je pense que je te parlais de trahison tout à l'heure, mais les gens qui fuient leurs responsabilités, voilà, je pense que ça c'est un truc aussi qui me crispe. Et le courage, c'est vraiment quelque chose qu'on a depuis le début avec mes 4 associés, mais qu'on a, je crois, vraiment su aussi emmener avec nous dans les recrutements qu'on a fait, etc., etc. Et jamais, on est dans des métiers difficiles dans lesquels on va faire des contenus pour des clients, on va faire des sites pour des clients, on va faire des tas de choses. Et en fait, on ne sort pas d'objets parfaits. C'est Marc Simoncini qui disait, quand tu bosses dans le digital, tu es sur une Formule 1 que tu es en train de construire pendant que tu la conduis. Et puis tu peux pas être entrepreneur si tu veux sortir quelque chose qui est parfait. Oui, mais le problème, c'est que pour tes clients, eux, souvent, ils attendent un truc parfait. Et nous, on leur dit, en fait, moi, chaque site que je sors, sauf si tu me demandes un Shopify dans lequel je te mets 8 photos et 3 produits à vendre, mais personne ne me demande ça, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi en fait pour ça. Donc chaque produit qu'on sort est en fait perfectible. Mais ça, tu vois, c'est à la fois du pragmatisme et de l'intégrité de dire quelque chose comme ça, et peut-être un peu de courage aussi. C'est-à-dire que moi, je sors un projet pour un client, s'il pense que quand je vais sortir un site internet qui vaille 10, 15, 20 ou 200 000 euros, qu'à la fin de son site internet, il va être fini, c'est une aberration. Et si quelqu'un vous vend ça, c'est une aberration, parce qu'un site internet, il est jamais fini en fait. Derrière, il y a toujours des améliorations, des optimisations, des boutons qu'il faut déplacer, des couleurs de choses qu'il faut refaire, et voilà. Et en fait, je pense que si tu pars déjà dans cette logique, eh bien tu sais que en fait c'est le début d'une aventure, mais quand tu expliques à des clients, je sais pas, là, qui sont dans du e-commerce, dans du commerce traditionnel, que leur site internet, ça doit être leur première boutique, tu vois, s'ils ont des boutiques en propre, s'ils viennent pas du digital, souvent certains clients vont me dire encore en 2020, non mais ça n'arrivera jamais, ma première boutique a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Oui, mais justement, on doit être en fait, de loin la première boutique sur le digital. Et aujourd'hui, on a emmené pas mal de clients là-dessus, en particulier en 2020 avec les effets de la pandémie, sur lesquels en fait pas tant par le fait du baisse des chiffres d'affaires, parce qu'on pourrait dire oui, c'est facile de devenir la première boutique vu que les autres ont été fermés, oui, donc bien sûr. Même si tu n'augmentes pas le chiffre d'affaires, tu es la première boutique. Non, on a vraiment fait péter leur chiffre d'affaires en ligne et en même temps pas forcément tant diminuer leur chiffre d'affaires pour certains offline, des clients internationaux. Donc, oui, donc voilà. au final, on parle souvent chez nous de ta culture et comment elle se décline à 360 degrés. Donc visiblement, c'est quelque chose que tu amènes aussi dans les relations que tu as avec tes clients, ce que tu leur vends, les produits que tu livres. Et alors, j'ai lu aussi dans une de tes interviews que vous aviez déjà refusé des clients chez Cosa Vostra, justement parce qu'il y avait un décalage de vision, un décalage de culture. C'est quelque chose que tu te sens prêt à faire pour rester qui tu es ? Oui, c'est très dur quand tu es entrepreneur de refuser du business, parce que voilà, mais
Ça arrive pour différents... on va dire, si je dois décliner ça en trois raisons pour lesquelles on pourrait refuser du business. Alors, de plus en plus, ça c'est nouveau, mais on refuse des trop petits clients parce que je vais avoir des gens qui viennent vers nous en me disant je voudrais lancer un site internet pour 5, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros, ce qui pour eux est un truc énorme. Et ce qui en fait pour nous, quand tu déploies des gens excellents avec tu vois, des experts très pointus en UX, en design, en strat en fait même, rien qu'en amont, la strat en fait, je pourrais te dire ça vaut plus que ça, tu vois, chez nous. Mais parce que notre valeur, elle est plus sur plus tard dans la vie de quelqu'un. Donc là-dessus, je vais recommander éventuellement des partenaires avec qui on travaille, qui sont plus petits, et c'était des sites qu'on faisait très bien il y a quelques années, mais qu'on ne sait plus faire. Donc ce serait pas bien pour moi et ce serait pas bien pour eux. Tout le monde serait mécontent, nous on perdrait de l'argent et eux ils perdraient de l'argent aussi. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on en perd. L'autre, on refuse du business. L'autre raison pour laquelle on en refuse, c'est vraiment un décalage, on va dire, avec un client qui a pas du tout la même manière de travailler. Tu vois, on parlait de déférence tout à l'heure, ce mot que je cherchais, mais il existe encore des clients qui vont vraiment être le monde de l'agence en général. On est agence digitale, un cabinet de conseil en même temps, mais pour eux c'est un larbin. D'accord. Et ça, moi c'est quelque chose que, je me lève pas le matin pour qu'on m'envoie balader. Il y en a qui... C'est vrai qu'il y a toujours, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose, un discours qui va un peu dénigrer les agences. J'ai jamais compris pourquoi. Tu sais l'expliquer toi? Je sais pas, mais c'est difficile d'avoir déjà une relation avec une agence parfaite tout le temps. T'es pas toujours content de ce que les gens font. Tu vois, je peux le comparer à, je sais pas moi, un archi ou un... il y a pas mal un entrepreneur dans le bâtiment d'ailleurs, par exemple. Finalement, il y a toujours des moments où tu te dis non mais ça c'est pas ce qu'on avait dit, ça c'est pas ça. Et en fait, il y a un moment où tu peux shifter en tant que client dans ta tête en te disant ils ont rien compris, c'est des gros cons. Et là, tu as un projet qui part dans une mauvaise direction et tu peux quasiment jamais le rétablir. Et en fait, alors il y a des gens qui ont eu trop de projets comme ça qui se disent bon, en fait, tous les archis, tous les trucs et toutes les agences, c'est tous des cons. Et puis bon, voilà. Il y a des gens qui pensent que en fait, en travaillant avec de la pression, on obtient des résultats moins chers, plus rapides, meilleurs. Ça existe encore dans certains grands groupes. Des gens avec qui, tu vois, tu vas déjeuner avec la DSI d'une boîte du CAC 40. Ça se passe à peu près bien, mais tu sens que de temps en temps, il y a des espèces de soufflants gigantesques que tu prends dans la gueule, tu comprends pas pourquoi. Et en fait, elle t'explique que c'est sa manière de bosser et que 2 fois par an environ, avec tous ses prestataires, elle leur défonce la gueule parce que ça leur fait du bien et puis ça remet les choses carrées, tu vois. Et en fait, sacrée culture, ça aussi. Okay. Ouais. Mais c'est vraiment, ça existe vraiment tu vois, presque dans les valeurs, même intrinsèques en tout cas de certaines boîtes. Et ça, c'est dur de s'en sortir. Donc, il y a pas mal d'effets comme ça. Il y a quelques grosses boîtes dans lesquelles on sait qu'ils traitent très très mal les prestats. Et je pense que ça peut leur coûter parce qu'au bout d'un moment, en fait, voilà, le dernier aspect, sur lequel je voulais venir aussi, la raison pour laquelle on peut refuser. Je t'en proposais 3. C'est, alors est-ce que je l'ai perdu, c'est alors là c'est le business, ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même, le business de nos clients. Je veux pas bosser dans tel univers, quoi. Ah ouais. Ok. T'as un exemple de ce que tu refuses en termes d'univers? Tu veux pas bosser pour le fabricant de bombes ou Non, sans rentrer dans les détails, mais certains médias par exemple, notamment potentiellement très financés par des puissances étrangères ou des choses sur lesquelles tu te dis attends, si je fais bien mon boulot pour quelqu'un comme ça et moi j'essaye de faire bien mon boulot, et ça risque de nuire à telle typologie de personnes, à mon pays, et en fait tu te dis j'ai pas envie de faire bien mon boulot pour des gens comme ça parce que si je m'engage à fond là-dedans, ça va à l'encontre de
de ma vision de la vie, de la société, etc., etc. Donc c'est arrivé quelquefois. Voilà. Ok. Ouais, okay. C'est hyper intéressant parce que du coup on en revient aussi à cette notion de courage. Bon, comme quoi visiblement tu as réussi à créer une entreprise qui a un système assez cohérent. Mais la vraie question, pardon, hein, sur le courage là-dessus, c'est qu'on a pu se le permettre oui, effectivement. Et c'est difficile de dire. Et je dis on peut se le permettre, mais il y en a un, celui que je te parlais sur un média là. Je pense qu'on aurait pu gagner beaucoup d'argent. Et t'étais pas dans le besoin, t'étais pas mort de faim pour que ta boîte marche. Ouais. Mais à la fois, ça aurait probablement changé mon année dernière, big time, quoi. Mais bon, soit. Et on l'a fait, mais est-ce que si t'es vraiment à la ramasse, est-ce que j'aurais pas dit oui, tu vois, je sais pas. Bien sûr. Mais c'est assez fort, et c'est des choses qu'on voit aussi chez des gens avec qui on travaille. Par exemple, on a pas mal travaillé avec une boîte qui s'appelle Chapka Assurance, que tu connais peut-être, tu sais, qui assure tous les jeunes qui veulent partir faire le tour du monde, qui font bien d'autres choses. Et leur PDG, Geoffroy Bonnet-Aymar, qui est super intéressant d'ailleurs, il devait se faire racheter par un courtier, et il dit nous, nos valeurs, tu vois, une de nos valeurs, c'est la simplicité. Ils sont au moment du rachat, ils se pointent avec un document qui faisait X centaines de pages. Et en fait, il leur a fait votre truc est imbuvable. Nous, on valorise la simplicité. Donc, revenez avec un truc qui soit lisible, tu vois. Et il faut quand même oser porter ses valeurs, même si t'es pas forcément dans ta boîte, il n'y avait pas forcément en train de crever, que c'est peut-être plus facile d'être courageux quand t'as des projets, t'as des clients, etc. Mais il faut quand même oser faire ces choses-là. Et justement, c'est des choses qui montrent que t'as une culture qui est forte, quoi. Non, mais clairement. Et tu vois, je vais te lire un truc si tu me permets, parce que du coup, mon associé Laurent, qui est désormais le CEO de Cosa Vostra, a fait un super travail là-dessus. On avait commencé l'année dernière, il a remis dans un document qu'on a présenté il y a quelques semaines à tout le monde, mais tu vois, il met notre North Star en 3 points. Il nous est impossible de laisser des marques et sociétés continuer à prendre les gens pour des idiots. On veut tuer le bruit, killer les features mal pensées, donner du sens, ne pas céder à la facilité. On doit rendre le digital efficace, beau et inspirant. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on s'applique en tant qu'agence conseil et digital, et pas exécutant. C'est vraiment dire à certains de nos clients ces manières de se connecter à ton truc, ta manière de dire il suffit de faire ci, ça, mais qu'en fait quand je le fais tout seul je comprends pas et je sais pas le faire, et voilà, ta manière de communiquer en prenant tout le monde pour des cons, tout ça en fait c'est fini, quoi. Et moi, quand je te dis que la société a évolué dans le bon sens, je trouve que l'approche du contenu aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui toi et moi, ou sous plein d'autres formes, versus l'approche d'avant de la publicité matraquée, achetée avec des mots et des... Ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même beaucoup plus vertueux. Tu vois. Mais c'est beaucoup plus honnête et transparent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, je pense que c'est quelque chose qu'on partage sur le podcast. Tu peux prendre un temps qui va être quand même beaucoup plus long que même une simple interview où tu passes en 2 minutes. Je sais pas quelle radio. Bon, je vais me faire taper par tous les journalistes du coup. Mais tu peux partager des vraies choses, quoi. Et on te connaît mieux, on sait mieux que ce que tu défends. Et, fatalement, on a plus envie de bosser avec toi. Et je pense que Génération Do It Yourself t'avait été pour ça d'ailleurs. Clairement. Et tu vois, je peux pas sur des podcasts de 2 heures, 3 heures, toutes les semaines, je peux pas être peut-être une machine, quoi. Comédien, moi, je suis pas comédien, je peux pas être une autre personne que moi-même, quoi. Il y a un moment où, tu vois, je donne beaucoup de moi. Il y a des gens qui trouvent que je parle trop, je l'assume, mais t'as bien raison. Mais en l'occurrence, tu vois, à un moment, si ce contenu fonctionne, c'est que nos auditeurs les plus fidèles viennent ensuite vers Cosa Vostra en comprenant ce qu'on est, ce qu'on fait. Et tu vois, je pense qu'on est à pas loin de 100% des cas de personnes qui viennent vers nous grâce au podcast, au pluriel d'ailleurs, parce qu'il y a le panier de mon associé justement Laurent, il y en a plusieurs de plus en plus là. Ils viennent avec des antennes dans la bonne direction pour travailler avec nous, ce qui fait qu'on a des projets qui sont plus efficaces, et en fait on arrive en tout cas nettement moins facilement dans cette histoire de l'architecte avec l'interrupteur. Ouais, ta compréhension, tu vois. Tout à fait. Parce qu'on se comprend dès le début, quoi. Ok. Et il y a un truc que tu as dit qui était intéressant tout à l'heure quand tu parlais du travail que vous avez fait sur vos valeurs. Tu parlais justement de la discipline, que ça faisait un peu facho ou pas.
Et c'est vrai que souvent encore, on a cette image de travailler sur la culture entreprise et de la culture entreprise comme quelque chose qui va être, au pire, très bullshit. C'est je colle toutes mes valeurs sur mes murs et ça s'arrête là. Et au mieux, parfois un peu, tu sais, un peu bisounours. Très axé RH, très axé qualité de vie au travail. On va mettre un baby-foot et tout se passe bien. Et du coup, toi, justement, quand on t'écoute, on le sait un peu, mais t'as quand même une culture de l'excellence aussi, t'es très orienté sur tout ce qui va être sales par exemple. C'est quoi ton opinion sur ce sujet et justement, comment est-ce que tu arrives à concilier épanouissement, qualité de vie et excellence chez Cosa Vostra? Alors c'est plein de questions. La première chose sur la discipline, et je voudrais revenir aussi sur les sales et revenir ensuite aussi à ta question, la partie, alors sales, je le suis, je ne veux pas dire de moins en moins, mais je suis très orienté sales, dans le sens où il faut savoir se vendre et vendre, mais tout ça dans une partie intègre, qui reste dans nos valeurs, pas se vendre et vendre n'importe quoi. Donc pour moi, il faut savoir le faire quand on fait un truc, on fait un travail, on cherche en tout cas l'excellence et la qualité, il faut savoir la vendre. Si personne ne le sait, tu te retrouves tout seul à faire ton excellence et ta qualité tout seul dans ton coin, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas de commerciaux chez Cosa Vostra, on a des consultants qui connaissent tous nos métiers, du contenu au marketing, au SEO, au dev, à la créa, à l'UX, etc. Et derrière, qui sont backés par une armée d'experts. Donc, c'est important parce que ces personnes qui gèrent, on va dire, tous ces consultants qui gèrent le développement de l'agence, ils accompagnent aussi le client dans le conseil. Et ça, c'est vraiment hyper important chez nous. Pour revenir sur la partie discipline, en France, on a du mal. Alors, j'ai plusieurs exemples, mais il y a les médecins, c'est plus facile. La médecine, la chirurgie, d'avoir une analogie à ça. Moi, j'ai reçu aussi sur Génération du Yourself des militaires, notamment Virginie Guyot, qui était pilote de chasse et la première femme à avoir dirigé la patrouille de France. Notamment François Dupont, qui était un amiral. Quand on écoute ces épisodes, ce que je veux dire, c'est qu'en France, on a du mal à s'identifier à l'armée. On n'aime pas trop l'armée. C'est pas voilà. Moi, j'ai une admiration sans borne pour ces personnes, chez qui tu vois l'humanité qui s'est créée au fil de leur carrière dans l'armée, et tu le vois aussi dans la médecine, c'est pareil, dans la médecine, c'est qu'en fait, à un moment, si tu fais de la merde, il y a mort d'homme, tu vois. Et potentiellement, alors mort d'homme parce que t'as tes copains qui se font tuer, ou mort d'homme parce que t'as mal soigné quelqu'un, ou mort d'homme parce que t'as tiré sur la mauvaise personne avec ton avion, tu vois. Et donc, comment on règle ça? Par la discipline. C'est très clair. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, tu vois, c'est pas non, attends, on va juste arranger un peu au coin. C'est marrant, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est une phrase qu'on entend super souvent dans les cabinets, dans plein d'entreprises. Tu sais, de toute façon, nous, on fait des slides, on sauve pas des vies. Donc c'est pas grave, quoi. Mais ça me rend ouf. Moi, ça me rend ouf parce que en fait, du coup, j'ai le droit de faire de la merde. En fait, c'est ça, tu vois. Enfin, je sais rien, je veux dire... En fait, ça peut avoir un côté aussi où tu le dis à des gens qui se mettent une pression parfois très forte, tu vois. Je peux y revenir un peu là-dessus, éventuellement. Je sais pas si je l'ai probablement déjà dit, mais moi, quand même, dans l'absolu, ça me rend ouf. C'est-à-dire que c'est une manière de se décharger sur plein de choses. Et je pense que... je pense pas que il faille nécessairement se tirer une balle ou mal dormir pendant des semaines parce que... t'as fait une mauvaise stratégie SEO, ok, c'est peut-être plus facile à encaisser que d'avoir tiré sur le mauvais camp de réfugiés, tu vois. Même si je pense que tu ne tires pas sur un bon camp de réfugiés. Ne tirons pas sur le camp de réfugiés, exactement. Voilà, c'est plus simple. Mais voilà, tu vois, non, je me disais, il pourrait, sous couvert d'un camp de réfugiés, y avoir les mauvaises personnes. Bon. Mais, donc voilà, l'idée, elle est juste de dire que en tout cas, plus tu as des incidences importantes et graves, plus tu vas intégrer ce paramètre discipline. Plus tu vas voir des sportifs de haut niveau ou des artistes, même des hommes politiques, mais sportifs
en particulier, plus tu vas avoir une approche discipline. Un champion du monde n'est jamais champion du monde en étant les pieds en éventail, quoi. Ça n'existe pas, tu vois. Et donc du coup, il y a un moment, il faut assumer, par exemple, ce mot parce qu'en fait, si ta boîte n'est pas bien organisée, si les gens ne sont pas bien disciplinés, on en parle d'ailleurs avec Grégoire Gambato, c'est sa culture de l'à peu près chez Germinal. Ouais, exactement. Ouais. Et on a eu Kevin Duchier, qui sont DRH sur ce podcast, qui nous a raconté ça aussi. Ouais. Ben voilà, la culture de l'à peu près, ça mène nulle part. Et tu vois, je pourrais te dire après, je digresse un peu, mais non, vas-y, tous ceux qui t'écoutent sont là pour ça. Hein. Voilà. Dans les autres dictons qui m'énervent big time, tu vas avoir le cordonnier le plus mal chaussé, tu vois. Et ça, c'est des agences digitales qui ont un site internet dégueulasse. C'est terrible, ça. C'est impossible. Ouais, et je me dis, oui, mais on n'a pas le temps. Bah non, tu vois, c'est à la fois de la discipline et à la fois du... voilà, et nous, aujourd'hui, moi, j'ai pu impulser, tu vois, avec Génération Do It Yourself, une approche contenue chez Cosa Vostra qui montre à mes collaborateurs, d'abord en interne, parce que avant que ça ait une incidence forte sur notre business, ça a une incidence forte sur l'interne, je leur montre que j'ai pu impulser un truc tout seul, en disant, regardez, nouvelle typologie de contenu, nouvelle manière de l'aborder, nouveau temps très long alors que tout le monde fait du très court, voilà, et on n'est plus les cordonniers les plus mal chaussés, on essayait de se battre sur du SEO, sur des réseaux sociaux, sur des tas de choses sur lesquelles on n'arrivait pas complètement à émerger, on a réussi à émerger ailleurs, et tant mieux. Ouais, surtout que c'est assez unique, je pense, en termes de podcast, entre guillemets, avec des gros guillemets, d'entreprise, mais je crois que vous en avez 5, c'est ça? Génération Do It Yourself que tout le monde connaît, la martingale que t'animes aussi, le panier que ton associé Laurent anime, t'as If This Then Dev, et t'as Pitchpong, c'est ça? Pitchpong, et on a Mediarama aussi, qui est un podcast sur la média, c'est le petit dernier qui est sorti par mon associé François Desfossés, tu vois, je débriefais hier avec lui là-dessus, et ça reste encore je sais pas à quel point il sera mainstream, mais c'est une niche, c'est un podcast sur les médias, donc tu vas avoir autant le patron du digital et des ops de Radio France, Laurent Frick, qui va passer là-dessus avec un épisode passionnant, que Arthur de Villemandry qui a créé une newsletter qui s'appelle Magma, après une autre qui s'appelait Planète, newsletter payante hyper pointue, mais surtout très gros modèle de, je sais pas si tu as entendu parler de Substack. Si, bien sûr. Et donc il explique comment il fait du business sur Substack, comment il fait tout ça, et ça c'est, tu vois, t'es presque sur des deux opposés de médias en fait, un truc public ultra mainstream et un truc niche basé sur de l'abonnement, et les deux épisodes sont passionnants, et François en tire un bénéfice, donc François Desfossés, mon associé, qui est non seulement il rencontre des gens, donc Laurent et Arthur, qu'il ne connaissait pas avant d'enregistrer, en tout cas directement. Ensuite, il apprend des choses, il a l'opportunité de leur poser lui-même ses questions, etc. Et enfin, donc il progresse, il crée une visibilité pour lui, et il crée des échanges avec des gens, pas mal de gens qui sont du marché aujourd'hui, des médias, qui lui renvoient des messages en disant c'est chambé ce que tu fais, tu vois. Donc il se crée une crédibilité pour lui-même. Enfin, ça aligne plein de trucs. Et tu vois, il me dit c'est encore trop petit, je fais à peine 1000 équipes, je crois qu'il est entre 500 et 1000 écoutes par épisode. Je lui dis non, mais mets-toi en face de 500 ou 1000 personnes, tu verras que c'est pas si petit que ça. Donc brace yourself, quoi. Mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question tout à l'heure? Je sais plus du coup, parce que j'ai répondu aux disciplines, et voilà. Mais oui, en fait, ce que je te disais, c'est, si tu veux, en fait, moi, quelque chose qui m'agace sur la culture entreprise, c'est que souvent on te dit que c'est un monde de bisounours, quoi. Et en fait, justement, toi, de ce que j'entends et de ce que j'ai vu de Cosa Vostra avant, t'as réussi à créer une vraie culture super forte chez Génération Do It Yourself, et t'arrives chez Cosa Vostra, j'ai des bêtises, et t'arrives à garder en fait ce truc d'excellence, t'arrives à attirer des gens, t'arrives à avoir des gens qui, j'imagine, s'épanouissent chez Cosa Vostra. Et voilà, donc je trouve ça intéressant de prendre cet exemple-là, et c'est clairement que tu peux travailler sans perdre ton excellence du tout, quoi. Au contraire. Oui, mais alors je dois quand même poser un point de totale transparence, disclaimer, c'est que c'est clairement pas une entreprise de bisounours, quoi, parce que le pragmatisme, l'intégrité et toutes nos valeurs finalement que je t'ai mis en avant tout à l'heure, avec en second lieu la discipline,
ça se paye, quoi. Enfin, c'est pas simple. Ça a un coût humain, en tout cas pour chacun, qui est, euh, y compris le courage, hein, mais qui est là. Et donc, du coup, ça convient pas à tout le monde. Tu vois, en cette fin d'année 2020, chez nous, ça bosse très dur. Euh, on est dans cette phase où on évolue d'une boîte où finalement on avait à aller à 6 personnes, 7 personnes, à peu près un lien hiérarchique direct avec tout le monde, à une boîte dans laquelle on met on est obligé de passer par là parce que sinon tu peux pas donner assez de temps à tout le monde en dessous. Donc on est obligé de mettre une strate intermédiaire là et c'est dur parce qu'en fait pour réussir à véhiculer et faire passer ces valeurs à tout le monde, c'est une attention particulière. Comment est-ce que tu t'assures que la petite jeune de 24 ans qui débarque chez Cosa Vostra, elle comprenne et elle intègre tout ça, qu'elle dise pas oui à tous les clients qui lui disent un peu faut faire ci, faut faire ça, et que tu dis non, en fait, si elle pense que c'est pas la bonne chose, d'être capable de lui dire je pense que c'est pas la bonne chose, tu vois, et tout ça, et si elle le fait pas, nous on va lui dire si, il faut le faire, tu vois, et donc c'est pas facile, et la facilité, tu vois, ça peut être souvent la culture de l'à peu près. Tout à fait, d'où l'intérêt d'avoir défini ce cadre et ces règles du jeu super claires en fait. C'est-à-dire que tu sais que tu vas chez Cosa Vostra, tu sais qui on est, et du coup tu sais comment ça se passe, quoi. Ouais, mais c'est voilà, donc c'est exigeant envers soi-même beaucoup, et aussi un peu envers les autres. C'est très dur, tu vois ce que disait Grégoire dans l'épisode, mais quand tu as quelqu'un qui est pas à son poste et que tous les autres doivent faire son boulot à sa place sans le dire, etc. C'est des choses qu'on a vécues. C'est un enfer, quoi. Donc voilà, il faut. C'est des choses qui sont passionnantes à vivre, mais il faut être capable de régler problème après problème, situation après situation, tout en gardant aussi, parce que nos North Star à nous, c'est garder nos employés le plus longtemps possible, et ainsi garder nos clients le plus longtemps possible. Et quand tu arrives à faire les deux, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, je peux être du coup un entrepreneur accompli, parce que voilà, à moins que je les garde sous la contrainte, ce qui n'est pas le genre de la maison, nos employés, s'ils restent très longtemps, c'est qu'ils sont heureux, et nos clients, s'ils restent très longtemps, c'est qu'ils sont heureux. Ça fait qu'à la fin, je dors mieux, j'ai l'impression d'accomplir ma mission, et voilà, et donc c'est plus cool quand même, non ? Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Mais oui, effectivement, quand tu as une entreprise qui grandit, tu fais forcément, je pense, des erreurs de casting. Enfin, si tu connais des entrepreneurs qui en ont jamais fait, je veux bien les rencontrer. Et en fait, justement, qu'est-ce que t'en as appris? Comment t'as changé ta manière de recruter au fur et à mesure que tu progresses dans cette aventure et dans ces moments où tu onboard de plus en plus de gens? Alors, on a réparti les rôles, notamment là-dessus. C'est-à-dire que on va avoir des experts métiers. Je vais prendre, je sais pas moi, par exemple, Lamine au SEO, ou Elsa qui est la directrice projet, ou voilà, Louis sur les contenus, et eux ils vont recruter, bon alors pas que évidemment, hein, mais ils vont recruter principalement sur des critères techniques, expertise, bon quand même passion, etc. Mais voilà, très axé là-dessus. Alors évidemment, chacun doit quand même avoir un bon fit avec ses candidats, quoi. Mais voilà. Et moi, par exemple, du coup, tu prends quelqu'un qui est très très bon techniquement, un expert, tu vois, et qui fit pas forcément avec ta culture. Alors c'est là où moi je te dis que on a réparti les rôles. C'est que moi généralement j'arrive en gardien du temple, et je vais faire un dernier entretien où je vais expliquer très clairement dès le début des entretiens, qui durent une demi-heure. 45 minutes, j'essaye de faire plus court que ce que je fais comme dans les podcasts, mais qui va être un entretien de fit valeur, humain, etc. Ce qui est très clair, c'est que notre expérience la plus dure qu'on ait eue chez Cosa Vostra en 7-8 ans d'existence, c'est qu'on avait une directrice de notre filiale en Tunisie, qui était une femme excellente. J'ai toujours été ravi de la voir comme
comme directrice parce que elle nous a aidé à faire vraiment grossir le bureau. C'était important pour nous en plus dans un pays comme ça où en tout cas pour correspondre à nos valeurs, nous on voulait avoir une femme à la tête parce que ça permet aussi d'écrémer des typologies de candidats, parce que tu as des hommes qui veulent pas travailler pour une femme, et nous, peu importe le pays, d'accord, okay. Je veux pas recruter des hommes qui veulent pas travailler pour une femme. Oui, je comprends. Ça doit exister en France aussi, hein, mais en tout cas là-bas très probablement, on en avait plus, et il se trouve que on a découvert, je sais pas si elle l'est devenue ou si elle l'avait toujours été, mais que à un moment elle avait vraiment dépassé les bornes sur la manière de gérer. Je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais certaines personnes, et voilà. Et donc on a vérifié l'information, et puis voilà, je suis allé en Tunisie avec mon associé Laurent. On est parti un matin, on est rentré le soir. Tu vois, on a fait l'aller-retour dans la journée, et on a dû se séparer d'une personne qui à la fois était très efficace, en qui j'avais confiance, mais du coup qui avait trahi ma confiance sur une partie de ses valeurs, et voilà, et en plus pas dans les règles de l'art, donc en plus ça te coûte de l'argent parce que t'as pas de avertissement, t'as pas de, tu vois, tu fais pas ça, voilà, c'est juste que là on devait, on a été trahi. Il fallait que ça s'arrête, quoi. Voilà, tu le fais, donc il faut que ça s'arrête, peu importe le coût, pour montrer à tout le monde qu'en fait, on négocie pas sur ces choses-là. Okay. Et je sais pas si tu l'avais vu, je crois que j'en ai déjà parlé, je sais pas si j'en parle pas avec, si je dois en parler avec Grégoire, je crois, de Jack Welch, sur les catégories d'employés, c'est ça? Ouais, voilà. Du moment où tu lâches un motherfucker sur cette dernière catégorie. Et donc, en gros, l'idée, c'est de dire que ceux qui sont les meilleurs, les plus efficaces, mais qui sont trop loin, qui sont trop loin de tes valeurs, ou qui sont juste purement et simplement des enfoirés, il faut absolument, même si c'est les meilleurs et que c'est le plus gros drive de ta boîte, il faut absolument s'en séparer, et très vite. Et ça, c'est un de mes cousins, Eric Stéphanie, qui dirige une ESS2I qui s'appelle Viveris, qui m'a fait réaliser ça, qui a travaillé longtemps chez GE, et qui m'a dit tu dois absolument pas renier tes valeurs, et voilà, quand il m'a dit ça, ça m'a ouvert les yeux, j'ai vu le graphisme et je me suis dit bon, ok, c'est bon, salut. C'était le samedi, je m'en souviens très bien, tu vois, j'étais en face d'un Monoprix dans le 17e, pas loin. Il m'a dit ça, tu vois, pour te dire à quel point ça m'a marqué. J'ai raccroché, je suis allé sur mon téléphone, j'ai regardé ce graphisme, et je me suis dit mais c'est tellement vrai, en fait, que le samedi j'ai fait ça, le mardi j'étais à Tunis, le mardi matin à 9h, le mardi soir à 10h j'étais à Paris, et c'était réglé. Ok. Oh, c'est effectivement super fort. Alors, c'est pas facile. Pardon, tu vois, genre de courage, mais c'est pas la facilité aurait pu être ce que beaucoup font dans certains cas comme ça, c'est de se dire alors ça pourrait être des Anglais, des Allemands, des Suédois, hein, mais tu pourrais dire en fait, tu sais quoi, le bureau de Tunis il tourne. Ouais, je ferme les yeux, j'y suis pas. Finalement, ils m'ont dit ça, mais bon, on s'en fout un peu. J'y suis pas tous les jours, ça va pas m'empêcher de dormir, tu vois. Non, moi ça m'aurait vraiment empêché de dormir. Ça m'empêche de dormir, tu vois. Ouais, je comprends. Et alors du coup, si on prend un peu de recul et de perspective, et pour ramener un peu avec ton podcast sur Génération Do It Yourself, t'as reçu des monuments du business. Ce matin, je réécoutais encore ton interview avec Jacques-Antoine Granjon, qui je trouve assez phénoménal. Jacques-Antoine Granjon de VP, et en fait, t'as vu tous ces gens, t'as pu parler avec eux, je me dis que ça t'a beaucoup inspiré. Si tu dois faire un peu le bilan de tous ces entrepreneurs, pour toi, c'est quoi le point commun en termes de culture de toutes ces entreprises qui réussissent? Oh là, ouais, c'est dur, hein. Oh là là. Ou plutôt, qu'est-ce que toi t'en as retiré, tu vois Et tu vois, Jacques-Antoine Granjon, c'est un des... Tu vois, typiquement, c'est là où c'est très très dur ta question, parce que tout à l'heure, quand je te disais tout le monde est passé par des méga galères, oui, Jacques-Antoine Granjon, il est passé par des galères, mais des vraies galères de croissance, parce que tout allait trop vite tout le temps. Mais t'as quand même l'impression que... Alors là, je parlais d'étoiles filantes, que lui... tu vois, alors peut-être qu'il arrive à un plateau, je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il est monté très haut, en tout cas. Ah ouais, VP, elle est quand même très fort, très haut, avec une croissance incroyable, d'année en année, en année, en année, en année. Donc, c'est un monument, c'est clair, mais... t'as l'impression qu'il a pas galéré comme d'autres en termes de
Tu vois, j'en ai bavé, même ne serait-ce que financièrement, pendant des années avant de voir le bout du tunnel s'approcher, tu vois. Et donc c'est très dur. Je crois quand même qu'il y a une notion de résilience qui est là. Tu m'entends souffler, mais c'est pas si simple parce que à chaque fois que je pense à un point commun, je trouve quelqu'un qui me prouve le contraire. Une exception, ça peut être une exception qui confirme la règle. Oui, mais tu vois, par exemple, Pierre Valade, que j'ai interrogé quand je suis allé à New York, ça doit être en 2018, tu vois, qui a monté Sunrise, qui s'est fait racheter par Microsoft 100 millions en quelques années. Il faisait 0 de chiffre d'affaires. Il t'explique pourquoi il faisait 0 de chiffre d'affaires, pourquoi c'est comme ça qu'il a réussi à... Voilà, ça va un peu, c'est contre nature. Et c'est aussi, là où lui, il est tellement contre nature, c'est qu'il va... il va te dire que même dans les époques où il est cartonné pas. Généralement, en fait, tous les entrepreneurs, ils bossent comme des chiens pendant des années, tout le temps, etc., etc. Et puis à un moment, que ça commence à marcher, ils commencent à être entourés, ils arrivent à faire en sorte qu'ils réussissent à prendre leur samedi ou leur dimanche, ou les deux au bout d'un moment. Lui, tu vois, il te dit, bah non, moi j'ai toujours pris le temps pour moi, le confort, la méditation, la distance, jamais répondu aux mails qui m'emmerdaient, j'ai jamais, enfin, tu vois, et tu sens que très jeune, il a eu toujours ce... et donc, je peux pas répondre à ta question simplement, mais il y a quand même un goût du... il y en a aucun qui est paresseux. Je crois vraiment qu'il y en a aucun qui est paresseux. Et un goût du challenge et du défi et une manière de voir le monde qui est quand même toujours ce verre à moitié plein qui m'impressionne au quotidien chez mes associés et qui nous tient, nous, tu vois, chez nous, les uns les autres. C'est vraiment quand tu vois un qui commence à être un peu down et à voir un peu le verre à moitié vide sur un défi qu'il est en train de prendre, on arrive toujours à l'extirper, à lui faire prendre du recul, de dire mais juste ce n'est juste qu'un nouveau défi, quoi. Donc, c'est pas grave, prends du recul, règle-le. Quand tu l'auras réglé, tu auras coché cette case, tu sauras la régler pour le prochain client, le prochain défi, quoi. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que je crois que c'est pas un truc que j'avais préparé en avance, mais parce que tu me dis sur quoi que j'essaie de trouver comme point commun, il y en a toujours un qui arrive à me faire mentir. En fait, au final, c'est peut-être juste que les boîtes qui réussissent, les entrepreneurs qui réussissent, c'est aussi des gens qui arrivent à rester quelque part assez fidèles à qui ils sont, tu vois. Oui, assez clairement, mais surtout, ce sont des gens qui, enfin, qui ne, c'est pas baisser la garde, mais en tout cas, qui ne mettent pas un genou à terre à la première difficulté. Et honnêtement, même Jacques-Antoine Grandjean, qui a peut-être monté très fort, très vite, très haut, il a eu plein de difficultés. Et en fait, il faut quand même, tu vois, je sais pas si c'est chez Gary Vee ou dans quel podcasteur, mais c'est eat shit every day, tu vois, je sais pas si je dois le traduire, mais t'as quand même ce truc où en fait, t'as ton lot de merde au quotidien, et au quotidien, tu dois les prendre. Mais c'est pas juste une posture, j'allais dire, tu dois les prendre avec le sourire. C'est pas juste une posture de dire bon allez, ok, je ressouris. Non, c'est se dire vraiment ok, ça c'est mon défi du jour, je vais le régler. Et il y a beaucoup de gens qui détestent ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont très heureux à être dans un boulot confortable, dans un truc où ils ont des routines, ils ont pas de défi du jour, ils ont pas leur lot de, tu vois, de merde quotidienne. Et ben c'est très bien. C'est ok aussi, oui. Voilà, je leur recommande surtout de pas être entrepreneur parce que ça ne marchera pas. C'est pas fait pour tout le monde. Effectivement. Voilà, effectivement. Écoute, si tu me permets, je vais te poser encore deux petites questions. Je vois l'heure qui tourne un peu. En fait, alors une question sur ton startup studio Pareto, dont tu as parlé au début, et puis ça va un peu se rejoindre avec ton nouveau projet sur les fusions-acquisitions. En fait, que ce soit au moment d'une acquisition ou au moment d'une création de boîte, est-ce que la culture entreprise, c'est quelque chose que tu prends en compte, et qu'est-ce que tu conseilles typiquement aux jeunes entrepreneurs là-dessus ? Alors, c'est une très bonne question qui est pas complètement résolue, qui est en phase de l'être. Un startup studio, c'est un endroit où tu crées des entreprises qui ont vocation à être prises en main par d'autres. Donc, le sujet de la culture d'entreprise dans ces boîtes-là
est complexe. Le sujet du ownership est complexe au-delà du capital. La paternité, on pourrait dire la maternité en tout cas de l'entreprise. Souvent, quand tu as un CEO ou une équipe dirigeante qui arrive dans une entreprise qu'ils n'ont pas créée, dans un projet qui n'est pas de eux, ça peut faire des nœuds au cerveau. Et il faut réussir à adresser ce problème très tôt. Et donc, dans des boîtes comme ça, la culture d'entreprise, assez vite, il faut la laisser au CEO et à son CEO ou à ses parce que ou à la CEO, enfin aux personnes qui prennent le lead, parce que une fois qu'ils sont partis, une fois que c'est eux qui ont pris les choses en main, c'est leur boîte. Et donc, toi, tu dois être capable dans cette partie, dans ce game, de prendre aussi, de t'extraire, ce qui est pas facile, parce qu'à l'origine, tu as une idée, tu as fait des choses, etc. Et de dire, attends, c'est ta boîte, l'ownership, il est à toi, le PNL, il est à toi, la culture, elle est à toi, débrouille-toi. Et avec tout ça, un soutien qui doit être quand même existant, parce que sinon tu sers à rien, un suivi, en tant qu'on va dire d'abord actionnaire assez présent et puis de moins en moins présent. Donc je dirais qu'il y a des valeurs que je voudrais pas laisser passer. Je veux dire, dans des entreprises dans lesquelles j'ai été très impliqué, j'ai pu être, trahi, je le disais tout à l'heure. Dans ce cas-là, peu importe la boîte, peu importe cette trajectoire, j'en sors, quoi. Je veux pas avoir être un actionnaire important dans une boîte qui respecte pas certaines de mes valeurs. Mais en revanche, aujourd'hui, on fait attention en effet à avoir des associés dans ces boîtes-là qui respectent au moins nos valeurs, qui vont avoir les leurs, qui sont pas en conflit avec les nôtres, mais qui doivent avoir absolument les leurs, parce que sinon tu as une ingérence, et l'ingérence pour un entrepreneur est insupportable. C'est ce qu'il y a de pire, oui, bien sûr. Ouais, ça, en fait, c'est un sujet qui est super intéressant, et je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir quelqu'un qui soit financier, par exemple, sur ce podcast-là, parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, je pense, des liens entre la culture et tout ce que, quand tu vas lever des fonds, tu fais entrer des gens dans ton capital, etc. Mais en fait, justement, pour parler de la culture entreprise, moi j'étais hyper content en écoutant ton épisode avec Grégoire Gambato, parce que je savais que je t'interviewais cette semaine, et là tu nous sors 1 heure où tu parles de culture entreprise. Et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, je vois des posts qui fleurissent sur LinkedIn où on dit « Ah bah ça y est, on parle enfin de ça ». Alors moi, je suis plutôt content, parce que chez Be Harmonist, ça fait juste 10 ans qu'on travaille là-dessus, et qu'on essaie de faire parler de ça, et qu'on essaie de sensibiliser, et qu'on pense que c'est absolument fondamental pour une entreprise d'avoir une culture claire. Toi, tu penses que c'est un sujet dont on parle assez ou pas, la culture entreprise ? Je peux être assez partagé sur la question, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des entreprises qui en parlent trop, et en fait, il y a un moment où il faut quand même... c'est très down to earth. Excuse-moi de l'anglais, mais un business, c'est très, très terre à terre, quoi. Il y a quand même à la fin des sujets qui sont simples. C'est un P&L financière, plusieurs fois, mais voilà, profit and loss. Et si à la fin, tu es dans le rouge, quand tu es financé, c'est pas facile. Donc, faut pas se faire trop de nœuds dans le cerveau. Tu vois, nous c'est venu... au bout d'un moment, en fait, la culture d'entreprise, elle a toujours été là. On n'a juste pas mis nécessairement les mots dessus. Donc il y a un moment où il faut faire éclore quelque chose. Nous, on s'est associés ensemble parce qu'on avait cette culture commune, cette confiance commune, finalement ce pragmatisme, ce courage qui était là, et du coup cette intégrité, et du coup c'était ça, c'est ce qui nous a réunis. Il y a des gens qui vont vraiment limite mettre la culture d'entreprise avant tout. La mission, à la limite, je veux bien et je peux le comprendre, et c'est quelque chose qui vient aussi beaucoup de plus en plus, ça c'est intéressant. Mais tu vois, nous, on a dans notre vision de un jour devenir Bicorp. Mais quand on me l'a présenté, et tu vois, je suis très transparent là-dessus. C'est très dur. Hein. Et je l'assume, mais quand on me l'a présenté il y a quelques mois, en plein milieu d'une année 2020, quand même très difficile, même si on s'en sort très bien, à un moment, j'ai dit,
les amis, vous êtes sympas, mais en fait, devenir Bicorp, on est tous d'accord. Ok. Maintenant, déjà, sortons dans le vert de cette année, parce que en fait, je préfère sortir dans le vert et devenir Bicorp que de crever dans 6 mois, quoi. Bien Donc, sûr. y a un moment où, tu vois, quand je dis terre à terre et pragmatique, on est aligné, mais tu vois, on fait tous attention à même nos voyages, nos dépenses énergétiques, voilà, on a toujours été comme ça, tu vois. Donc, finalement, dans le sang, on l'est, c'est un peu comme ses valeurs, mais voilà. Donc, faut juste mettre tu vois, les choses à l'endroit, parce que sinon, en fait, si tu mets tout à l'envers, tu finis par avoir plein de bonnes intentions, mais zéro exécution, zéro effet, et ça marche pas. Bien sûr. Mais justement, ta culture, c'est aussi quelque chose sur lequel tu peux te reposer pour affirmer ça. Exactement. Mais oui, ta culture, on remet l'église au milieu du village et la performance, c'est quelque chose d'important. Au moins, c'est clair, c'est acquis pour tout le monde et c'est les règles du jeu, tu vois. Mais en plus, alors pour aller aussi dans le sens de la culture, là où c'est un travail intéressant, c'est que ça met des mots sur pas mal de choses, ça te met face à tes responsabilités, et je pense que c'est une bonne chose. Quand je dis bonne, c'est bon à différents niveaux. Mais notamment, je pense qu'à un moment, quand tu mets ces mots-là, tu peux pas te dire, en fait, moi, ma culture d'entreprise, c'est le pognon, le pognon, le pognon. C'est peu importe les gens qui sont là, moi, ce que je veux, c'est le résultat. C'est, tu vois, ou alors... tu fais ça, puis personne vient, j'imagine, bosser pour toi, j'en sais rien, enfin, c'est possible, hein, mais je pense qu'il y a un moment où c'est quand même quelque chose qui va dans la bonne direction. Ok. Écoute, Mathieu, c'était super d'échanger avec toi. Une dernière question un peu différente. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre ? Je crois pas. Je trouve que votre sujet est intéressant. Je pense que vous avez raison de le pousser comme ça et d'accompagner vos clients là-dessus, parce que comme je le disais, c'est une bonne chose. En ce qui me concerne, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. On a à la fois beaucoup de convictions, à la fois encore beaucoup de choses à apprendre. Mais surtout, je te remercie, moi, de me donner ton temps et ce micro, parce que je sais que c'est un super travail. Et puis voilà, je dis à tes auditeurs surtout de ne pas oublier de partager cet épisode s'il leur a plu. Ah, merci. Pour moi, mais pour vous, de s'abonner. Non, c'est vraiment important pour ceux qui sont encore là après tout ce temps. Je le vois sur Génération du Turself, sur la Martingale aussi. C'est abonné après abonné. Si jamais vous écoutez plusieurs épisodes de Biharmoniste et donc aujourd'hui de Vincent, de le partager, parce qu'en fait c'est peu viral, quoi. C'est pas comme les réseaux sociaux, donc c'est en envoyant à 2-3 personnes à qui vous pensez en fin d'épisode que vous allez faire en sorte que ce podcast fonctionne. Voilà, et abonnez-vous, mettez des bonnes étoiles, des bons commentaires sur Apple Podcast. Voilà. Mille merci pour ce cadeau, Mathieu. J'aurais pas besoin de faire d'outro pour cet épisode, c'est génial. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Vraiment encore merci de ton temps, c'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Merci Vincent, merci à tous, et puis à bientôt ici ou sur Génération du Turself ou sur Exactement. la Martingale. Ou la Martingale, exactement. À bientôt, Mathieu. Et on embrasse Valérie encore. Elle sera très contente. Merci, Mathieu. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.